Piranha 2, les tueurs volants. Alors oui, vous allez vous dire de quoi il me parle, mais en fait Piranha 2 était censé être le premier film de James Cameron. Ou pas. C'était en tout cas le premier film sur lequel il était metteur en scène. Il avait tout à jouer sur cette suite du film de Joe Dante, qui était pas dégueulasse. Mais le fameux producteur grec Ovidio G. Assonitis, je regarde le nom parce que c'est insupportable, va douter des capacités de James Cameron. Bon, déjà c'est un visionnaire, mais surtout il voulait réaliser le film. En fait, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'engager les réalisateurs, de les virer et de finir le film lui-même en mettant des seins à tout va et autres scènes gore et dégueulasses. Donc il va finir la réalisation et le montage du film, qui est malgré tout signé James Cameron, alors que pas du tout, lui a été viré. Il y a une légende qui court comme quoi James Cameron, profitant de l'absence du producteur, va pénétrer dans les locaux par effraction et remonter certaines scènes du film comme lui le voulait. Il mettra au point sa propre version du film, mais découvert, le producteur va péter un boulon et ne plus malheureusement imposer son travail à la production. Donc rien n'a jamais été confirmé par James Cameron là-dessus, mais il existerait même une version dite Director's Cut de ce James Cameron en pirate quelque part. Moi je l'ai jamais trouvé, Dieu sait que je cherche. Mais bon, voilà, ça fait partie des légendes urbaines. Mais pour James Cameron, le premier vrai long métrage de sa carrière, c'est The Terminator, Terminator en France, qui sortira 3 ans plus tard. Pendant le tournage de Piranha 2, avec le stress, la fatigue, il va en mars 82 contracter une maladie ultra fiévreux, ça le terrasse. Il va rêver d'un squelette métallique coupé en deux, un couteau de cuisine à la main, sortant des flammes. Le réalisateur va s'empresser de dessiner cette vision. Le Terminator était né. Le film a eu le grand prix au Festival du film d'Avoriaz en 1985. C'était un festival enneigé, puisque dans les hautes montagnes, où les stars venaient se montrer et tout ça, et on vendait les films d'horreur à foison. Le président du jury cette année-là était Robert De Niro, et un des membres du jury, grand acteur français, parle le mieux de Terminator. On ne peut pas faire mieux que lui. Et le festival, les films fantastiques, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, rien de spécial, parce que j'ai vu simplement un film hier soir que je trouvais atterrant de bêtises. Parfois c'est intelligemment fait, parfois pas. Celui d'hier soir qui s'appelle The Terminator, par exemple, est absolument nul à mon avis. Donc tout jeune, James Cameron est choqué par la vision 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le film lui permet de comprendre que l'on peut tout faire au cinéma, ou presque. Et il va commencer à créer dans sa chambre ses maquettes de toutes sortes. Voilà, il va faire des maquettes, il va faire essayer de faire des petits films, des petites choses. Et après moult essais, il va se faire engager par la firme New World. C'était une firme à petit budget, les 7 mercenaires de l'espace, la galaxie de la terreur et j'en passe, mais qui reste culte quand même quelque part. Et il va créer toutes sortes de maquettes. Voilà, pour les mercenaires de l'espace, c'est un vaisseau où on peut dire, voilà, c'est un vaisseau avec des seins, carrément, ce qui plaira beaucoup aux producteurs. Voilà, la galaxie de la terreur, c'est une sorte d'alien à petit budget, avec les actrices qui se dénudent très souvent, je n'ai rien contre. Et finalement, demandé par la production, John Carpenter va demander à New World d'aider aux effets spéciaux de New York 1997. Et James Cameron va devenir le responsable des effets spéciaux là-dessus et donner un travail plus qu'admirable. Donc après son cauchemar Terminator, il va décider de créer le monstre, en faire un cyborg fait de peau humaine au départ et de chair vivante recouvrant un squelette de métal. Le Terminator est envoyé donc dans le passé pour tuer la mère de John Connor, Sarah, espérant ainsi changer le futur et permettre aux machines de gagner cette guerre. Les rebelles vont faire de même et envoyer un soldat dans le passé, Kyle Reese, pour essayer de la protéger.
Donc James Cameron, c'est un scientifique, hein. C'est un homme qui est absolument pas bête, il est d'une intelligence incroyable et il le montre, hein. Il n'a pas peur de le montrer, mais personne ne va lui en vouloir. Enfin, en tout cas, moi je lui en veux pas de le montrer. Déjà, parce qu'il l'est, voilà, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Et du coup, il a une vision du cinéma et de la façon de faire du cinéma qui est ultra mathématique. Et c'est aussi un fan de cinéma. Il va penser au succès d'Halloween, parce qu'il est fan de Carpenter, vu qu'il a travaillé avec lui, et comprendre que même un petit budget peut rapporter beaucoup. Donc ça le motive énormément avec ça. Il va s'approprier de façon assez personnelle ce qu'il a vu sur le film Mad Max 2 de George Miller, Le Défi, ou Road Warrior en anglais, pour essayer de retranscrire ce qu'a fait George Miller avec sa réalisation sur son Terminator. Alors il veut d'un côté que le film déglingue tout ce qu'il y a à coups de fusil à pompe, de mitrailleuse, de ce que vous voulez, pour que l'adolescent qui va aller voir le film soit heureux, voilà, mathématique toujours, hein, mais que le sous-texte soit aussi présent. Il y a des allégories de toutes sortes pendant tout le film, la paranoïa sur le nucléaire, la fin de l'humanité et tout le tintouin, et c'est aussi et surtout une grande et belle histoire d'amour. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donc il y a William Wisher qui va l'aider sur le script, hein, c'est lui qui va s'occuper du personnage de Sarah Connor et de toute la scène du commissariat. C'est parmi les scènes où il y a le plus d'humour, le plus de choses vraiment drôles. Mais Cameron a écrit 99% de l'histoire. Cameron est quelqu'un quand même de très méfiant, il faut le savoir, hein, vu que ce qu'il a subi sur Piranha 2, il a compris sur un tournage, c'est lui le leader, hein, c'est lui le chef de groupe, le chef de meute, il doit tout gérer, jusqu'à devenir presque un dictateur. Il malmène ses acteurs, hein, il malmène son équipe technique, mais voilà, au final, ça donne des films qui sont absolument hallucinants. Donc ils vont trouver un budget de 4 millions de dollars qui va un petit peu s'enfler sur la fin. Ça a l'air peu, mais en 1982, ça suffisait. Hein. Sarah Connor. Oui. Donc au départ, James Cameron a dans l'idée de 2 Terminators, hein, un squelette et l'autre liquide, mais voilà, bon, il se rend vite à l'évidence, il est impossible de mettre en scène un Terminator liquide en 1984, ça marche pas, donc Terminator 2 reprendra ce chemin-là. Sa meilleure amie et future femme pour 4 ans, Gal Ann Hurd, va produire le film et surtout chercher les financements ailleurs. Hein. C'est à Gal Ann Hurd que l'on doit des films comme Alien le Retour, Tremors, Abyss, Futur Immédiat, Los Angeles 1991, Terminator 1, 2 et 3, ou L'Ombre et la Proie, le grand film de Stephen Hawking sur les 2 lions tueurs dont j'ai parlé il y a quelques temps. James Cameron veut aux effets de maquillage Rob Bottin, hein, qui a réalisé The Thing, Hurlement et tant d'autres. Il devait s'occuper donc de ces effets spéciaux de maquillage, mais la production du film Legend de Ridley Scott, sur lequel il travaille, prend du retard et il est dans l'impossibilité de faire les scènes. Regarde les noms. Sarah Louise Connor. Je lis bien? Tu te fous de moi? Sous les conseils donc de Rob Bottin, il va lui dire d'engager Stan Winston, hein, un jeune maquilleur. Winston et Cameron vont décider que pour animer la version du squelette du T800, on fera une version grandeur nature et de l'image par image.
Cameron est très fastidieux dans ses dessins. C'est lui qui va dessiner les vaisseaux, c'est lui qui va dessiner le T-800 et tout ça. Il veut que ce soit une image de cauchemar. Hein. Le crâne en est le design parfait d'ailleurs. Hein. Le crâne du Terminator fout la trouille. Il veut pas réitérer l'erreur du film Monde Ouest, hein, qui parlait aussi de robot tueur avec Yul Brynner, un film de Michael Crichton, puisque quand celui-ci enlevait son visage, on ne voyait que les transistors radio et autres. Lui, il veut vraiment quelque chose de plus réaliste. Hein. Ils garderont quand même l'idée de la démarche de Yul Brynner très robotique, et ça c'était juste parfait. Toutes les scènes d'action dans le futur, les scènes de combat, les scènes d'image par image, vont être réalisées par Fantasy 2, qui sont pour beaucoup des anciens de ILM et qui vont surprendre tout le monde par ces effets-là, parce que justement, vu le peu de budget, ils ont quand même réussi à créer une ambiance qui est absolument génialissime. C'est un très gros travail. Donc le robot va tout au long du film perdre son semblant d'humanité en perdant sa chair, en perdant sa peau. Plus il est abîmé, plus sa véritable identité devient palpable. Des scènes assez spectaculaires seront ainsi créées, comme l'opération chirurgicale de son bras, hein, faite par lui-même, absolument magnifique. Et celle de l'œil, hein, bien sûr, quand il enlève son œil dans la chambre d'hôtel, hein, qui est un hommage à Franju. L'attaque du commissariat, assez impressionnante aussi, qui est ultra culte. La demi-face d'Arnold, hein, tout simplement, avec son côté robot et son côté peau. Bref, j'en passe, jusqu'à la fameuse image du cauchemar, hein, ce fameux T-800 qui sort des flammes du camion et qui va les poursuivre, ainsi que le demi-robot qui poursuit Sarah à la fin. Quoi, t'es blessé? Donc le montage doit être lui aussi aux petits oignons, hein. On va engager Mark Goldblatt. Alors Mark Goldblatt, c'est un grand monteur hollywoodien, hein. Il aura même essayé quelques petits films dans la réalisation, hein, notamment le Punisher avec Dolph Lundgren, hein, de triste mémoire. Cameron va prouver qu'il est déjà par contre lui un réalisateur très talentueux et prometteur. Alors les effets prennent un peu de retard, hein, comme souvent, mais Cameron, lui, est assez serein, mais c'est sans compter, sans le producteur, vous allez me dire, mais dans chaque vidéo il en parle, ouais, mais bon, dans les années 80 il était là, le con, Dino De Laurentiis, encore lui, donc producteur de King Kong et de Conan le Barbare, dont j'ai parlé dans les deux vidéos, qui relie le petit contrat de Conan le Barbare et s'aperçoit dans les petites lignes que Arnold Schwarzenegger avait signé pour un deuxième film. Et donc du coup, Arnold Schwarzenegger est volé à James Cameron, hein, on lui vole sa star pour aller faire Conan le Destructeur. Donc 9 mois d'attente. Et durant ces 9 mois supplémentaires, du coup, hein, comme ils sont plutôt tranquilles, parce qu'ils ont le budget, et il n'y a pas de... Pendant qu'ils travaillent, eux, comme ils n'ont pas commencé le tournage, ils travaillent sur les effets spéciaux, ils vont pouvoir retravailler, voire complètement refaire le film en entier. En tout cas, Cameron va tout réécrire. Et le tournage qui devait se faire au Canada, puisque les endroits qu'ils avaient choisis à Los Angeles étaient pris par d'autres tournages, il va pouvoir être tourné finalement dans la ville des Anges, puisque 9 mois après, les endroits sont libres. Cette ville va devenir d'ailleurs pour la saga la ville de prédilection de cet apocalypse. Pendant ces 9 mois aussi, il va avoir les couilles de présenter aux producteurs d'Alien un script pour Aliens le retour, une espèce de brouillon de quelques pages, mais où les idées principales sont là, hein. Il y a Newt, il y a les Marines, il y a plusieurs aliens, avec à la fin de ce brouillon une petite phrase qui fera beaucoup rire Walter Hill, hein, le gars qui a réalisé 48 heures et qui a produit Alien 1, et alors quelque chose merde. Sans leur en dire plus.
Trouvant cette phrase donc du coup en adéquation avec son cinéma à lui, hein, parce que c'est un punchy, il y va, il accepte à la seule condition qu'il ne se plante pas avec son Terminator. Donc travaillant à l'économie de budget, hein, Cameron va nous livrer un film imparable, une œuvre de fiction qui ne trouvera son égal dans tous les termes possibles. Oui, je sais, avec Terminator 2, le jugement dernier, la scène finale va se jouer dans une usine de conserve de fruits, dans un coin, pendant que les ouvriers travaillent. Non, pas là, en arrière. Le film ne pouvait d'ailleurs se terminer que dans un endroit technologique, hein, entouré de robots, envahi de robots même. Les producteurs, eux, vont convoquer Cameron et exiger que le film se termine après l'explosion du camion, puisque il arrive à la limite de son budget. Lui, il les insulte, il sort de la pièce pensant qu'il est viré, mais il n'entend plus jamais parler des producteurs. Donc il finira ses derniers plans, notamment le plan final de Sarah dans son 4x4, à l'arrache, sans autorisation. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit la grande tempête, elle vient. La couleur du film, très bleutée, est appelée maintenant le bleu James Cameron. C'était pas du tout en vogue à l'époque, ça se faisait quand même assez peu. Et c'est Adam Greenberg, le directeur de la photographie, qui fera un travail remarquable, presque métallique, sur cette photo. Donc bien sûr, hein, après l'avoir fait chier, ils sont emballés par le montage, hein, les comptes producteurs, et décident que on va avancer la sortie du film. Sauf qu'il n'est pas fini. Donc Brad Fiedel, compositeur de la musique, va devoir rendre sa copie plus vite que prévu. Il va même jouer en live pendant le montage la musique pour pouvoir finir le film. Et bon, on peut dire qu'il a réussi son coup, hein, avec sa rythmique implacable, robotisée, hein, très bonne musique. Cameron, lui, va jongler avec le mixage sonore pour rendre ça très réaliste, hein, jusqu'au bruit des lasers, jusqu'à la couleur des lasers. Il va tout faire et va donner il va donner le meilleur son possible au film. C'est ça aussi qui crée l'ambiance. Il y a vraiment un son impressionnant. Les robots, quand le robot regarde, vous avez tous ces petits sons qui font que le film il passe, et il va réaliser ça dans un temps très très court. Alors, quand le film est fini, hein, Jim devient James Cameron, qui aura malmené son équipe autant que lui-même, hein, parce qu'il en a chez lui aussi, mais qui changera l'histoire du cinéma carrément en créant un des réalisateurs les plus talentueux au monde. Et c'est pas Titanic et Avatar qui vont me contredire, et notamment Terminator 2, le jugement dernier. Je reviendrai. Alors, le casting, qui pourra incarner le Terminator? Pour Arnold, le choix ne s'est pas fait de suite. En effet, Orion Pictures décide qu'ils veulent imposer à James Cameron O.J. Simpson, ancien sportif que l'on connaissait dans les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président, qui n'avait pas encore parcouru la rubrique des faits divers en tuant sa femme. Cameron veut que ce soit lui, son ami Lance Henriksen, hein, qui va jouer Bishop dans Alien Retour et qui là joue un flic. Mais comme il n'est pas assez connu, les producteurs refusent. Il doit rencontrer Schwarzenegger, qui doit jouer lui le rôle de Kyle Reese. Du coup, c'est en déjeunant ensemble, en se côtoyant, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de points en commun et surtout une vision du Terminator qui est la même. Donc les deux zigotos vont comprendre qu'il ne peut être joué que par lui. Hey mec, qu'est-ce que c'est qui fait comme ça, un chat crevé? Va te faire foutre, connard. Schwarzenegger commence à avoir 2-3 idées et lui en parle. C'était un grand risque pour Arnold Schwarzenegger à l'époque, puisque il sortait de Conan, il venait de tourner Conan le Destructeur, donc il était dans les gros bras héros, héroïques, et du coup jouer un méchant,
Ça pouvait être un risque et l'agent de Schwarzenegger était absolument contre. Il ne voulait pas qu'il accepte ce rôle. Il l'a fait quand même, bien lui en a pris. Donc Arnold, lui, de toute façon, était déjà intéressé par le rôle du T-800 en lisant le script. Hein. Il n'était pas intéressé par Reese. En tout cas, il ne se sentait pas proche de Reese. Il y avait aussi le problème de son accent autrichien et le fait qu'il y ait moins de lignes à dire sur le Terminator. Ça lui sera reproché au fil de sa carrière. Bon, il nous a prouvé depuis qu'il savait quand même lire 2-3 textes. Il avait déjà en tête la façon de marcher du Terminator, d'évoluer dans l'espace. Il va faire un travail remarquable. Sa démarche est un compromis justement entre celle de Yul Brynner dans Monde Ouest et celle de John Wayne dans les westerns. Il va aussi faire quelque chose d'assez impressionnant, il va s'entraîner pendant tout le tournage, c'est de s'occuper de ses armes, recharger, tirer, tout ça, sans regarder. C'est-à-dire que pour lui, un robot n'a pas besoin de regarder l'arme pour la charger, puisqu'il fait ça de façon automatique, il sait qu'il a un M16 ou un fusil à pompe dans les mains, il sait quelle marque, il sait quoi, c'est préanalysé, donc il n'a pas besoin de regarder. Moi aussi, je t'embrasse. Ça épatera d'ailleurs James Cameron, qui va réimaginer pour Schwarzy complètement le personnage. Hein. Il le voulait furtif au départ, puisque Lance Henriksen, hein, ça devait être quelqu'un d'assez rapide, d'assez ninja, on va dire presque. Ben là, non, c'est un tank qui est lâché dans les rues, hein, clairement. C'est le personnage principal du film, hein, donc ben, il doit s'imposer à nous, à notre vision de ce film-là. Comme le dit d'ailleurs l'acteur, hein, Conan était un don du ciel, mais Terminator a doublé ma valeur. Qu'est-ce que tu fous? Descends. Alors assez étonnamment, quelque chose que l'on sait peu quand on regarde le film en version française, hein, on ne le sait qu'une fois, c'est que le Terminator a la capacité de changer de voix et d'imiter les gens. Alors ce sera le cas dans la version française, bien sûr, hein, quand Sarah appelle sa maman et qu'on voit qu'à la place répond le Terminator avec la voix de la mère. Seulement voilà, dans la version française, il y a aussi cette scène où il est dans la voiture de flic, il répond à un appel de la police et prend la voix du flic qu'il a assommé 2 minutes plus tôt. This is 1L19, westbound and Olympic approaching Overland. Et en version française, c'est la voix du Terminator. Voiture 119. Me dirige vers Olympique en approche d'Overland. Voilà, ça fait partie de ces petites erreurs qui arrivent de temps en temps. Reste que le jeu d'Arnold est absolument parfait, ses yeux bougent et la tête suit. D'abord les yeux puis la tête, ça c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. C'est une caméra de surveillance, hein, sans vie, implacable, et qui nous sert bien sûr son petit lot de phrases devenues cultes, comme la réponse au patron de l'hôtel, hein, quand tu lui demandes qu'est-ce qui pue dans la chambre, ou le fameux « je reviendrai, I'll be back » dans le commissariat. Parce que le T-800 ne s'emmerde pas à choisir des phrases ronflantes, hein. Comme un ordinateur, il choisit la plus efficace. Arnold exécutera les ordres de Cameron à la lettre, aux grandes dames des autres acteurs qui se font houspiller. Lui, il va exécuter tout ce que lui dit Cameron sans jamais se plaindre. Mais tu me prends pour qui? Moi, organisée, alors que je suis incapable de savoir ce que j'ai en banque? Donc il y a bien sûr Sarah Connor, hein, la future mère de John Connor. Hein. Cameron va décider d'en faire une personne normale, une serveuse dans un café, ultra crédible dans un Los Angeles qui ne l'est pas moins. Elle est même inspirée d'une de ses anciennes compagnes qui travaillait au même endroit. On n'en a rien à foutre, dans 100 ans, on sera ailleurs. La maman de James Cameron était au corps d'armée féminin canadien, donc il la voyait souvent partir sous la pluie, nettoyer ses armes et tout ça. On verra cette espèce de mère, mais modifiée dans Sarah Connor dans Terminator 2, et surtout Vasquez dans Alien le Retour, hein, clairement. Sarah y est décrite dans le scénario comme une jeune femme de 19 ans, vulnérable, mignonne, mignonne mais normale, et avec une force en elle qu'elle ne connaît pas encore. C'est bête, je tremble. La femme de la légende.
Donc Linda Hamilton va être embauchée, hein, c'était Jennifer Jason Leigh et Rosanna Arquette qui étaient envisagées au départ. James Cameron va la surprendre par sa capacité à tout gérer, hein. Bon, ça va être un tournage très difficile pour elle parce que déjà très physique. Elle pense être sur un petit film et se blessera très souvent sur le tournage, elle va souffrir, mais ce rôle va lui coller à la peau toute sa vie. Elle restera Sarah Connor pour le monde entier et on lui en voudra pas parce qu'elle a donné une prestation absolument admirable. John Connor m'a remis une photo de toi. Je sais maintenant pourquoi il l'a fait. C'est une vieille photographie. Alors Michael Biehn, bien sûr, Michael Biehn, un de mes acteurs préférés, hein, qui apparemment avait des petits problèmes sur certains tournages, est bien connu pour ses rôles chez James Cameron, hein. Il jouait le lieutenant Coffey dans Abyss, hein. Il reprenait son rôle de Kyle Reese dans la scène du premier rêve de Sarah Connor dans le Director's Cut de Terminator 2, le jugement dernier, on y reviendra, et bien sûr X dans Aliens le retour. Il est l'acteur parfait pour incarner Kyle Reese, hein. Bon, déjà il est beau gosse, hein, c'est le héros de la résistance du futur, envoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor, hein. Il est depuis toujours amoureux d'elle, on le voit dans les flashbacks, il garde une photo, il la regarde même si celle-ci brûle pendant un des flashbacks. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Je t'aime. Il va aller la sauver, ils vont s'aimer. De cette union, bien sûr, va naître John Connor, hein, donc le héros de la révolution contre les machines. Donc le fils envoie le père dans le passé pour que le fils naisse, connaissant son destin, hein, et l'obligeant à rester dans une boucle de causalité, hein, afin d'exister, puisqu'il remonte le temps pour remonter le temps. Pendant que Sarah Connor, elle, devient une humaine de plus en plus dure en côtoyant Kyle Reese, lui va s'adoucir au contact de Sarah. Il va passer de soldat fou à m'entendre et malheureusement finira en martyr. Vulnérable et invincible, il est le héros parfait, en tout cas pendant une longue partie du métrage. Chaque flashback où on le voit le laisse dans des situations et des moments terribles, où on le sent à chaque fois proche de la mort, on ne sait pas comment il s'en sort. Et la scène dans le motel où Sarah et lui vont faire l'amour, c'est où il va lui avouer ses sentiments, est juste magnifique. Il y a cette phrase, c'est pour moi un des moments de romance les plus magnifiques, avec cette phrase: j'ai traversé le temps pour toi, Sarah. C'est juste magnifique et c'est une très belle scène, très bien mise en scène. Alors bon, James Cameron s'en veut un petit peu de ne pas avoir pris Lance Henriksen, hein, pour jouer le Terminator. Donc il va lui donner, comme c'est son ami, le rôle de l'inspecteur Al Vukovich, aux côtés de Paul Walker, hein, qui a la voix de Jean-Claude Michel, hein, qui joue le lieutenant Traxler. Bon, ces deux flics, ils fument comme des pompiers, ils boivent du café tout le temps et ils s'envoient des phrases dans la gueule, mais qui sont drôles, c'est drôle. Enfin voilà, ils sont juste impeccables et ultra crédible. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. Le docteur Silberman, lui, hein, le psychologue, qui s'avérera être un parfait salopard, un petit peu dans le premier, mais surtout dans le deuxième, avec son sadisme, avant que ses croyances ne volent en éclats face au T-1000. Il est joué par Earl Bone. Voilà, c'est un psy qui est idiot, il est ancré dans son monde, incapable de chercher midi à 14h. Telles que des armes à rayon laser. Des lasers. Pour réussir tout déplacement dans le temps, nous devons être nus. Et ce sera même le seul personnage à revenir réellement pour le même rôle 3 fois, hein, puisqu'il va revenir dans le 1, le 2 et le 3. Alors vous allez me dire, oui, mais le Terminator il revient aussi. Oui, mais le Terminator est à chaque fois différent. Je sais, je titille un peu, mais ça ne compte pas. Ok. Casse-toi.
Alors nous avons aussi le grand et malheureusement décédé Bill Paxton, futur Hudson d'Aliens le retour, qui joue Jerry dans Predator 2, Séverine dans Aux frontières de l'aube, il joue l'abruti de service dans True Lies, il est magnifique, il joue le gars qui recherche le diamant dans Titanic, il a joué dans Tombstone aussi, de George Pancosmatos, et j'en passe. Il va nous quitter en 2017 suite à une opération chirurgicale qui se passera mal, et voilà, bon, on le voit quelques minutes à l'écran, il est assez drôle, et c'est le chef des punks, enfin des voyous. À côté de lui, il y a d'ailleurs Brian Thompson, que l'on a vu en futur méchant dans Cobra avec Stallone, il a joué dans Buffy, il a joué dans X-Files, là aussi, bon, j'en passe, voilà, bon, ils se font tous dézinguer, c'est à eux qui va prendre leurs vêtements, le Terminator. On a un petit ami de la colocataire de Sarah Connor, Ray Krosovich, que l'on verra lui aussi dans Top Gun, et qui est connu aussi pour Navy Seal, un petit film de Lewis Teague avec Michael Biehn, Bill Paxton là aussi, donc voilà, bon, les trois vont se retrouver dans ce petit film assez drôle. Vous le voulez à pompe ou auto? 45 à canon long avec visée laser. Ah, vous avez de la chance, il vient juste de rentrer. Belle arme. Et enfin, malgré le fait que ce ne soit pas un film de Joe Dante, vous avez aussi Dick Miller, qui est l'acteur qui joue dans tous les films de Joe Dante, et qui là joue le vendeur d'armes dans une scène ultra culte. J'ai gagné ma journée. Mais le permis du revolver, ça va demander 15 jours. Par contre, vous pouvez prendre le fusil. Mais sans le charger. Non. Alors Terminator va rester dans les mémoires, de toute façon maintenant on le sait depuis 1984, parce que pour la première fois et malgré son faible budget, des images chocs vont rester imprégner notre tête. Le prologue et les flashbacks du futur, bien sûr, sont hallucinants de violence et de terreur. C'est un monde qui tue, tout simplement. L'homme n'existe plus, il n'y a qu'à voir le nombre de crânes qu'il y a au sol. Ces scènes pourraient sortir d'un documentaire de la Seconde Guerre mondiale, que ça n'étonnerait personne, sauf avec ces fameuses machines volantes. Il y aura un petit procès suite à la sortie du film par Harlan Ellison, qui accusera la film Orion et Cameron de plagiat, puisqu'il avait écrit deux sketchs de la série Au-delà du réel, qui parlaient de remonter le temps et tout ça. Donc ça va rendre James Cameron furax, puisqu'il dit enfin des films sur le remonter le temps, on voit bien qu'il y en a plein. La mienne, voilà, elle ressemble autant à la sienne que la sienne ressemblait à celle des autres. Orion, ne voulant pas de procès, vont filer des sous et paieront Ellison, et en plus vont ajouter son nom au générique. James Cameron n'en décolérera jamais, et comme il le dit souvent, j'emmerde Harlan Ellison. Donc le rythme du film est tendu comme un string, il va faire de ce film un succès mondial et lancera une saga aux épisodes plus ou moins, mais souvent moins réussis. Et même une série télé qui s'appelle Les Chroniques de Sarah Connor, qui elle est assez regardable. Pour un budget final de 6 millions et 400 000 $, Terminator remportera plus de 78 millions au box-office. Y aura-t-il une suite, demande-t-on souvent à James Cameron. Lui commence à l'envisager, bien qu'il se prépare à Aliens le retour. Il en a écrit le script et du coup, comme c'était prévu, il se lance dans l'affaire. Il pense à confier la réalisation à Martin Campbell, le réalisateur de Casino Royale entre autres. Seulement voilà, bon, les droits, c'est autre chose. Il va falloir attendre 7 ans pour revoir le T-800 en action. Le cinéma ne s'en remettra pas, parce que Terminator 2, le jugement dernier, va changer beaucoup de choses. Alors bien sûr, bon, Terminator est pour moi un exemple de ce que j'aime le plus dans le cinéma des années 80. Pas de sous, que de l'imagination, que de l'artisanat, et à la fin, un film qui reste.
Et on ne peut pas dire qu'il ne reste pas. Le film, il reste. Donc je lui mets bien sûr la note de 7 sur 6. Je l'aime à tout jamais. C'était le film de mon anniversaire, puisqu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors pour ceux qui regarderont ça des jours après, ça sera passé. Mais voilà, je voulais me faire plaisir en parlant de ce grand film que j'adore. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que Terminator, c'est quand même quelque chose d'important. Et n'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Bye bye.